Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle tribune de Vaucluse. Alors l'émission de ce soir entre Noël et le jour de l'an va nous faire voyager dans le temps et l'histoire d'un des villages du comtat venessin, Caron. Si vous traversez ce village en venant de Carpentras, vous passerez devant la cave vinicole de Saint-Marc, vous remonterez par une allée de pins qui invite à la visite du village et en laissant l'église Saint-Maurice à droite, vous vous demanderez d'où viennent ces gros blocs de pierre qui composent les murs. Vous apprendrez que la rue commerçante tout au long du village est l'ancien fossé du château qui a été comblé. Et en continuant encore un peu, vous découvrez le lac du Paty, avec son barrage lui aussi en pierre. Mais que d'eau et de pierre à Caron, me direz-vous ? Eh bien en fait, comment était organisé le village à l'époque du marquisat de Provence ? Que reste-t-il dans la mémoire collective des Carombais, les habitants de Caron, de tout ce passé, de tous ces rattachements au pape d'Avignon, à Rome et enfin à la France ? Comment le futur du village peut-il se préparer dans une histoire séculaire ? Et pour répondre à toutes ces questions, nous sommes heureux de recevoir ce soir Léopold Ménaud, maire de Caron et vice-président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venessin COV, et Jean Gallian, passionné d'histoire de Caron et du comtat. Bonsoir messieurs. Je suis bien accompagné de Patrick Knipiller, Henri Faucon, tous deux producteurs de RCF et membres du Cross Média. Bonsoir à tous les deux. Léopold Louis Bénaud, vous avez 70 ans, natif de Caron. Vous avez exercé des métiers en parallèle, pharmacien biologiste d'un côté, ce qui vous a amené à diriger vos 2 laboratoires d'analyse médicale à Monteux et Buis-les-Baronnies, agriculteur de l'autre, avec vos 2 exploitations à Caron et Buis-les-Baronnies. À la retraite de votre activité médicale, vous avez poursuivi dans l'agriculture et êtes devenu également maire de votre village natal, Caron. Vous en êtes à votre second mandat à l'intercommunalité La Cove. Vous avez le poste de vice-président en charge des transports. Enfin, il y a quelques années, vos enfants vous ont poussé à prendre la présidence du comité départemental de natation. Jean Gallian, vous avez 68 ans, natif aussi de Caron. Vous êtes très jeune, passionné par les récits historiques. Ceux qui vous connaissent disent que dès la classe de 6e au lycée Fabre de Carpentras, vous vous êtes intéressé à l'Égypte antique. Vous avez d'abord écrit 2 ouvrages importants sur Caron et le comtat. Puis votre éditeur et votre passion vous ont amené à coécrire un roman historique, un ouvrage sur l'Amérique du Sud, un autre sur la Savoie, récompensé par un prix en 2008. Les recherches de documents qui vont avec les synthèses historiques ont probablement été facilitées par votre métier d'ingénieur en électronique et en informatique que vous avez exercé au sein des laboratoires de recherche d'un grand constructeur d'ordinateurs. La recherche dans les grandes bases de données, vous connaissez bien. Alors, avant de commencer notre émission sur une base historique, on va déjà vous poser une première question par Patrick Knipiller sur une question d'actualité. Alors l'actualité, eh bien, ce sont les élections régionales. Vous savez que le Vaucluse a donné majoritairement sa voix à un vote qui est à l'extrémité de l'échiquier politique. On voit sur la carte du Vaucluse que toute la partie ouest urbanisée, Bolène, Avignon, Cavaillon, a voté effectivement à cette extrémité de l'échiquier, mais aussi Carpentras et les villages environnants, dont Caron, dont vous êtes le maire, Monsieur Ménaud, qui a voté à 53% pour ce parti extrême. Comment interprétez-vous ce vote radical dans votre commune ? Alors, je vais vous répondre peut-être d'une manière un peu hypocrite. Je prends acte du résultat. Voilà, c'est tout. Mais comment on peut expliquer un tel vote aussi majoritaire ? Je pense... Alors, vous me poussez un peu dans mes derniers retranchements, là. Peut-être pas les derniers. Hein. Alors, on va faire face. Alors, à mon avis, c'est un phénomène de saturation de la population. C'est peut-être un lieu commun, c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire ça. Mais une saturation vis-à-vis de quel problème ou quel... De la vie en général. C'est-à-dire que les personnes ont de plus en plus de difficultés pour arriver à joindre les deux bouts. Caron est un village essentiellement agricole et l'agriculture ces dernières années était très difficile sur Caron. Les agriculteurs n'arrivent pas à percevoir de leur terrain, principalement des vignes, à percevoir des revenus suffisants.
les documentations, les papiers en permanence que les différentes chambres leur demandent. Ils ont vraiment un phénomène de ras-le-bol, voilà, je l'ai dit. Vraiment. Et à mon avis, c'est ce qui explique en partie la chose. Ensuite, si je peux rajouter quelque chose... Allez-y. Si je peux rajouter quelque chose, une réflexion peut-être un peu plus large et indépendante de toute considération politique, je crois que les gens en ont assez de voir les politiques, nos politiques, de la manière dont ils se comportent. C'est-à-dire que tous, et moi y compris, je pense qu'ils sont en train de perdre ce qu'est la vraie notion de la politique, c'est-à-dire dans le sens étymologique du terme, la gestion de la cité. Quand on entend les réflexions, quand on voit leur comportement, il y a de quoi se poser des questions. Où est le bien commun? Où est la gestion qu'on attend de leur part? Et là, on se pose des questions. Dernière petite réflexion, si vous le permettez. Je ne me souviens pas le nom de cette personne, de ce candidat qui est dans l'Alsace-Lorraine, je crois. Je crois qu'il est du Parti socialiste, si je ne m'abuse. C'est celui qui a maintenu sa liste au troisième tour. Eh bien, moi, je tire mon chapeau à cette personne parce qu'il a su dire non aux édiles ou aux élus parisiens qui ont tendance toujours à vouloir manipuler les partis, enfin, et surtout, en redescendant l'échelle, arriver jusqu'à notre niveau. Cet homme a su, toute considération politique mise à part, ça je tiens à le préciser, cet homme a su leur dire non, et on se rend compte qu'au deuxième tour, il fait à peu près le même nombre de pourcents de voix qu'au premier tour. Chapeau, je trouve que cet homme a eu beaucoup de courage. Voilà. Alors nous prenons, nous partons dans l'histoire. Henri Faucon. Alors, de l'actualité, nous faisons une marche arrière assez importante et revenons un petit peu, même si ce n'est pas le début de l'histoire de Caron au Moyen-Âge, nous revenons au XIIIe siècle. À cette époque-là, Monsieur Gallian, c'est à vous que je m'adresse là, oui. En tant qu'historien, vous pouvez nous dire un petit peu quelle était la configuration du village de Caron? Bien sûr. D'abord, je vais vous dire que les archives de Caron, les plus vieilles archives datent de l'an 1021. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans les archives, on aura un millénaire devant nous là, qui s'étale et sur lequel on peut puiser toute la connaissance de ce qui s'est passé dans ce village. Alors, vous parlez du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est quand même une période de grands changements, une période très intéressante. D'abord, au début du siècle, nos terres dépendent des comtes de Toulouse. À la fin, nous sommes en terre d'église. Au début, les Français sont cantonnés là-haut, près de la Loire. À la fin, ils sont juste là, de l'autre côté du Rhône. Donc, pendant cette centaine d'années, il s'est passé énormément de choses. La première des choses, c'est l'hérésie cathare. C'est la croisade des Albigeois, ces Français, ces barons qui sont arrivés là, tous ensemble pour prendre ces terres, finalement. Tout ça, ça a changé beaucoup de choses. Alors, ici, on était tous pour le comte de Toulouse. Pays d'Oc, pays des troubadours, il y avait déjà un passé là-dedans. Et tous nos villages ont pris parti pour les comtes de Toulouse. On connaît un Ricard de Caron qui a participé à la défense de Beaucaire avec ses armes à défendre une porte pour le comte de Toulouse. Et ils n'étaient pas tout seuls, ceux de Beaume, ceux de Malocène étaient avec lui. Donc on était tous pour les comtes de Toulouse. D'une certaine façon, cette dimension de l'histoire reste très ancrée dans la mentalité du terroir. Absolument. Je pense qu'on a une certaine méfiance de ce qui se passe là-haut dans les gouvernements et tout ça. Exactement. Exactement. C'est pas consulté, mais j'achète à 100% ce qu'il a dit. Oui, cette méfiance, elle existe. Alors pourquoi on est devenu terre d'église? C'est parce que Saint-Louis a décidé, il avait mis le vœu que cette partie de ce côté du Rhône soit donnée au pape. D'accord? Bon, ça c'était... il a fallu 50 ans pour que ça se produise dans la réalité. Et là, il y a eu des quantités de choses importantes. En particulier, on a eu un monsieur qui s'appelait Barral des Baux, qui était seigneur provençal, qui avait été nommé sénéchal du comte avenacien, à l'époque ça s'appelait le marquisat, et on lui avait donné, les comtes de Toulouse lui avaient donné des fiefs, Caron, Bédouin, Malocène. Et ce Barral des Baux
nous a donné l'autorisation d'élire nos premiers syndics, nos premiers maires. Caron est devenu un peu autonome. Caron a commencé à se gérer directement. C'était le début de la démocratie à Caron? Oui, exactement. Il y a eu un parlement, les chefs de famille se réunissaient pour décider de ce qu'ils allaient faire. C'est vraiment un grand seigneur, ce gars-là, il s'est opposé aux Français, il s'est opposé aux... Et tout le monde pouvait voter ou c'était... Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas de riches et de pauvres. Après, il y a eu des riches qui ont eu le droit de voter, les autres n'avaient plus le droit. Mais au début, c'était tous les chefs de famille. D'accord? Alors, je voudrais juste conclure. Ce Barral des Baux, c'est le même qui a donné le Ventoux aux gens de Bédouin, nés à naître. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent aujourd'hui, mais je pense que oui. Alors, en quoi ce village Caron était-il intéressant pour son propriétaire au fur et à mesure de passage de propriété, voilà, justement? En quoi c'était intéressant d'avoir Caron? Caron, c'était d'abord une ville agricole. C'est un pays où il y avait des ressources naturelles importantes, entre autres la pierre de Caron, on en parlera, l'eau et les sources. On avait tout ce qu'il fallait pour gérer notre... Et tu oublies le terrain agricole de bonne qualité. Et un terrain agricole de bonne qualité. Le terroir. Merci, monsieur le maire. Oui. Défends son terroir, monsieur le maire. Ouais. Absolument. Et puis donc, on a eu cette faculté d'autogestion, de gérer directement. Non. Paradoxalement, si j'entends bien ce que vous dites, s'il y avait une véritable richesse agricole à l'époque, et M. Meynaud nous disait il y a quelques minutes que maintenant, on ne retrouve plus la même richesse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, effectivement, il y a eu... Je peux répondre, Oui, si vous vas-y. voulez. Ben, c'est tout simplement l'évolution qui a fait que, vous connaissez tous, je suppose, le bon vin de Caron. Oui, Ce vin est excellent. Et depuis le Moyen-Âge, on connaît les vignes et on connaît le vin à Caron. Et puis, les conditions économiques ont fait que, justement, ce vin se vend moins bien, non pas de par sa mauvaise qualité, mais de par les conditions économiques. C'est là où est le problème. Alors, pour revenir à la question un peu historique, le village, lors du temps des papes, est-ce que les papes, enfin voilà, quelle était la relation entre Caron et la cité papale, et en quoi est-ce que, je sais pas, il y avait des visites régulières du pape à Caron? Oui, il faut pas oublier que le premier pape dit d'Avignon n'habitait pas Avignon, mais il habitait Carpentras. Il était de santé fragile. Nous sommes en train de parler de Clément V. Et il aimait bien aller vers le Creusot, se reposer avec les chaleurs de l'été, parce qu'il faisait frais là-haut, il y avait un prieuré. Dans nos archives, on trouve son déplacement vers le Creusot à partir de Carpentras une dizaine de fois. Et donc, il passait par Caron. C'était la route naturelle. Donc, il partait de Carpentras, il suivait les plaines, et la première montée qu'il rencontrait, c'était celle de Caron. D'accord? C'était une montée assez raide, les cyclistes s'en rappellent, mais bon, à l'époque, il fallait monter par un chemin difficile. Et il n'y avait pas d'église à Caron. Alors, les Carombais ont décidé de construire une église. Et on a construit une église avec des escaliers monumentaux, de façon à ce que le pape puisse monter des plaines comtadines vers les premiers plateaux et se reposer dans l'église. Notre église fait 50 mètres de long, 18 mètres de large, à 10 chapelles, 5 de chaque côté. C'est presque une basilique. C'était la plus grande du Vaucluse. Comment s'appelle-t-elle cette église? L'église Saint-Maurice. Enfin, elle a eu plusieurs noms maintenant. C'est l'église Saint-Maurice. L'église Notre-Dame des Grâces, dédiée Voilà, à Saint-Maurice. Voilà. Alors, qui est ce personnage qui repose dans un tombeau dans cette église-là? Est-ce que c'est un personnage éminent? Le plus éminent, peut-être? Alors là, on va avancer un peu dans l'histoire. On va arriver vers l'an 1500 et on va vous parler de Étienne de Vesques, un grand seigneur de Caron. C'est donc lui qui gît aujourd'hui dans le tombeau de l'église? Absolument. Cet Étienne de Vesques, c'est un petit village qui est à côté de Dieu-le-Fils, donc c'est un Dromois. Mais il avait été envoyé très tôt dans l'environnement des rois de France et il avait été nommé précepteur du dauphin. Quand le dauphin est devenu roi, évidemment, il a eu plein de faveurs, plein de privilèges, etc. Et un jour, il a été envoyé par la royauté pour discuter avec le vice-légat qui était à Avignon. C'était Julien de Rovère à l'époque. Et voyageant avec sa jeune épouse, venant de la Drôme, il est arrivé au château du Barou de l'époque.
le soir, et il a accepté l'invitation du seigneur du lieu pour coucher dans ce château. Le matin, quand il s'est levé avec sa jeune épouse, quand il a vu cette peine contadine devant lui, il a été ébloui. Quand il a vu ce village au pied du barreau qui s'appelle Caron, il a eu envie de l'acheter. On lui a dit, le seigneur lui a dit, c'est à vendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté. Je peux me permettre de faire une remarque. Ouais, allez-y. Vous pouvez constater que M. Galliard est encore plus chauvin que moi. On est d'accord. On n'est pas corrompé pour rien. Alors, restez avec nous dans quelques instants. Nous chercherons à mieux comprendre en quoi l'histoire du village impacte encore aujourd'hui les Carombais, les habitants de Caron au XXIe siècle. On se retrouve tout de suite. Voilà, c'était Pouche, Noël à Bethléem, et nous sommes de retour dans Tribune de Vaucluse avec la présence de Léopold Ménaud, maire de Caron, et de Jean Galliand, passionné d'histoire de Caron et du Comtat. Alors continuons encore un peu sur l'histoire du village avec Henri Faucon. Alors nous étions arrêtés au XVe siècle avec ce personnage qui découvrait Caron depuis le Barou. Et vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quels ont été les grands événements, les grandes périodes, tant au plan économique qu'historique. Oui, c'est Étienne de Vesque, donc, qui avait été précepteur d'un roi de France. Ayant acheté Caron, la première chose qu'il décida, c'est de faire construire un château, un immense château, 4 tours, accolé au rempart de la ville. Il a donné du travail à la population pendant des années. Alors, c'était pas n'importe qui, c'est Étienne de Vesque. Il était quand même sénéchal du Languedoc, c'est-à-dire qu'il était l'équivalent du conseiller régional de maintenant. Il est parti en Italie avec les rois de France pendant les guerres d'Italie. Il est mort à Naples. Sa femme a fait construire une grande chapelle dans notre église. Elle a pris 2 petites chapelles qui existaient, l'a fait agrandir, et elle a fait construire un tombeau dans cette église, d'où la question de tout à l'heure. Le tombeau, c'est le tombeau d'Étienne de Vesque et de sa famille, qui a été ramené de Naples pendant la guerre d'Italie. Et quels sont les Patrick événements un peu Knipiller. plus dramatiques qu'a vécu Caron à cette époque? Caron, on a connu de toutes les couleurs. Quand on lit les archives de Caron, c'est une liste de catastrophes. Hein. C'est le climat, c'est l'invasion de Sauterelle, c'est les tremblements de terre. Le climat, c'est-à-dire Tout, le pluies, gel, les oliviers qui gèlent, catastrophe pour C'est Caron. pas que dans les années 50 alors. Ben non, Non, pas non. du tout, pas du tout. Bon, il y a eu toutes ces catastrophes climatiques, il y a eu aussi des pestes. On sait que la peste de 1345 à peu près a tué la moitié de la population du village. Le mur n'a pas arrêté la peste pour Caron? Alors là, vous parlez de la peste de 1720. Venu de Marseille. Celle-là, elle venait de Marseille. C'est un bateau, effectivement, qui n'a pas fait sa quarantaine. Et donc, la peste s'est déclarée dans Marseille, a envahi la Provence. Le vice-légat de l'époque a décidé d'arrêter cette peste au niveau de la Durance. Donc, il a demandé à tous les villages d'envoyer des gens avec des armes pour empêcher les gens de passer à la Durance. La peste est passée quand même. Alors, il a décidé de construire ce mur de la peste. Une efficacité toute relative, Alors, je suppose. Oui, mais enfin, quand on voit nos archives, on sait que 13 personnes de Caron étaient parties avec leurs charrettes, leurs armes, pour construire ce mur, les guérites, et surveiller leur portion jour et nuit. La peste est passée. En fait, c'était un mur qui était censé arrêter les gens porteurs de la arrêter, peste, absolument. et non pas le virus. Là. Absolument, bien sûr. D'accord. Et donc, la peste a réussi à passer, elle est arrivée à Montleux, à Pernes, etc. Et là l'armée française a pris les choses en main et a dit ça suffit, on va faire une ligne de santé. Ils ont fait une grande ligne de santé entre Sarian, Carpentras, etc. Et là, la peste s'est arrêtée. Caron a évité cette peste-là. Mais la conséquence de tout ça, c'est que l'économie a été complètement arrêtée. On était en train de construire l'aqueduc de Carpentras, on en reparlera au sujet des eaux. Mais tous les travaux ont été arrêtés pendant 10 ans à cause de cette peste. Alors justement, revenons un peu à ce qui fait la richesse ou ce qui a fait la richesse de Caron, qui est son eau. Le barrage du Paty, d'où vient-il? Qui a eu l'idée de le construire? Les pierres, d'où viennent-elles? Alors, Monsieur le maire. Le barrage du Paty, je te prends un peu la parole. Vas-y, Jean. si tu veux. Le barrage du Paty n'a rien à voir avec l'alimentation en eau du village, en eau potable. Oui. Le barrage du Paty a été fait par un chanoine pour l'irrigation. Et c'est une des raisons pour laquelle Caron était considéré un petit peu comme un village riche, parce qu'il y avait de l'eau.
avec la possibilité de certaines cultures. Quant à l'eau de Caron, les sources, il y avait des sources célèbres, puisque les papes ont voulu nous voler notre eau, et notamment... Nous l'ont acheté, en tout cas. Oui, nous l'ont acheté, mais il y a un procès qui a duré 500 ans derrière. 500 ans de procès, d'accord. La source, elle s'appelait la source des Alpes, et le procès a duré 500 ans. Et c'est comme ça que vous avez l'aqueduc à l'entrée de Carpentras, et que sur tout le trajet entre Carpentras et Caron, vous avez des espèces de petites guérites dans lesquelles on peut descendre, dans les souterrains, oui, dans les conduites d'eau qui partaient de Caron. Et c'est d'ailleurs magnifique. Il ne faut pas y entrer parce que c'est dangereux, mais du point de vue architectural, c'est magnifique. Et aujourd'hui, d'où vient l'eau qui alimente les robinets des gens de Caron? Des sources. Jean Gallian. Des sources de Caron. Donc on a fait deux richesses naturelles importantes, la pierre de Caron et l'eau. L'eau par ses sources qui sortaient au pied des collines et qu'on a très vite utilisée dès le XIIIe siècle. On avait des conduites pour l'alimentation de nos fontaines dans le village. Ensuite, quand le lac du Paty a été construit, on s'est mis à irriguer la moindre parcelle du village. Non seulement à irriguer pour l'agriculture, mais on avait des moulins. On sait par exemple dans le village qu'il y avait 3 moulins qui utilisaient l'eau successivement, celui du haut, celui du milieu et celui d'en bas. Des moulins à farine qui utilisaient l'eau. L'eau resservait à la sortie pour arroser les terres. Et on avait un règlement très complexe d'eau, avec des martelières, des gens qui allaient monter, descendre leur vanne à des heures données pour pouvoir arroser toutes les... Je te coupe une seconde parce que ce syndicat des arrosants existe toujours à Caron. Oui. Oui. Existe toujours à Caron. Alors, une des richesses aussi, donc on en a parlé, c'est cette carrière. Voilà, d'où, j'allais dire, comment, à partir de quand est-ce que véritablement la carrière a été exploitée et qu'est-ce que ça a apporté aussi à Avignon, cette carrière? Oui. Alors, les anciennes carrières C'est une carrière de Caron, de quoi en fait? c'est de la pierre coquillière très dure qui ne laisse pas passer l'eau, et surtout qui était très solide et qui a très bien résisté au temps, aux intempéries, etc. Alors, le début d'exploitation, c'est quelle année? Avant 1300. D'accord. Je dirais presque. Je peux te donner un élément, si tu veux, c'est qu'il y a une étude qui a été faite par le Conseil général, c'était le Conseil général À l'époque. qui a fait une étude et qui a trouvé des traces d'exploitation du paléolithique. En termes de carrière. En termes de carrière. Oui. Alors j'allais dire que c'était antédiluvien, je n'étais pas Vous très loin. C'était pas loin. Vous Oui. n'étiez pas loin du coup. Oui. Alors, on exploitait cette pierre en dalle de 4 à 5 mètres de longueur sur 2 à 3 mètres de largeur et 50 à 60 cm d'épaisseur. Donc, c'était vraiment des blocs importants qui étaient extraits de cette carrière. Les armes de la ville de Caron portent 3 kérous. En provençal, ça veut dire grosse pierre. Et donc, on voit bien l'importance que ça avait déjà quand on a créé nos armoiries. Les remparts de Caron ont évidemment été construits dans cette pierre. L'église de Caron aussi. On sait que certaines parties de la toiture du Palais des Papes, enfin de la couverture, étaient en pierre de Caron. Les bords du Rhône de la Durance, pour citer encore 2 ou 3 trucs. L'Hôtel-Dieu de Carpentras est en pierre de Caron. L'aqueduc de Carpentras est en pierre de Caron. Alors, l'exploitation de toutes ces carrières, de toutes ces pierres, posait un problème, c'était l'entretien des chemins, parce que tout ce charroi, ça abîmait les chemins. Les chemins. Alors, Caron payait pour l'entretien, et on a demandé au vice-légat, finalement, de mettre un péage. Et le vice-légat a accepté. Donc, à part les Carombais, tout le monde a commencé à payer le péage. Puis après, ça un peu tombé à l'eau. C'est l'ancêtre de l'écotaxe? Oui, absolument. Donc, on avait déjà nos premiers péages. C'est pour ça que M. Ménaud est responsable des transports aussi. Absolument. Voyez-vous On a une certaine expérience. Dans l'histoire, tout se tient. On a une certaine expérience de tout ça. Et pour terminer sur ce point, quand le Vaucluse a été créé, donc on n'avait plus de vice-légat, on avait un préfet, et on a demandé au préfet que ce soit le département qui prenne en charge l'entretien de ces chemins. Vous savez ce qu'il a fait, le préfet? Il a nommé une commission.
pour enterrer le problème. C'est bien connu. Voilà, alors restez avec nous dans quelques instants. Nous chercherons à mieux comprendre en quoi l'histoire du village impacte encore aujourd'hui les gens de Caron. Nous nous retrouvons tout de suite. Voilà, c'était les Colibris, la marche des rois. Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sur RCF Vaucluse dans l'émission Tribune de Vaucluse, en présence de Léopold Ménaud, maire de Caron, et de Jean Gallian, passionné d'histoire de Caron et du Comtat. Alors un village ancestral, comment peut-il s'inscrire dans la modernité ? Léopold Ménaud, comment est-ce que vous voyez justement le développement du village au travers de son histoire ? C'est un vaste domaine. Je pense qu'il va nous falloir un peu de temps. Eh ben, écoutez, il vous reste un peu moins d'un quart d'heure. Non, on va essayer de On a faire d'autres questions pendant ce quart d'heure. Oui. Donc, ce que je voudrais, pour parler justement du devenir économique de la commune, parler du phylloxéra. Le phylloxéra qui a atteint les vignes de France a fait une partie de la richesse du village. Puisque les Carombais, le Caron était devenu le premier village au monde producteur de plantes de vigne. C'est la soudure d'un pied mer américain qui ne craint pas le phylloxéra avec le greffon français qui fait la spécificité de notre vin et de nos souches. Du cépage. Et voilà. Et c'est ce qui a fait en grande partie la richesse de Caron, puisqu'il y avait une anecdote à l'époque qui disait à Caron, il n'y a que le curé qui ne produit pas de plantes de vigne. Et encore, c'est faux parce qu'il y en a eu un qui l'a fait. Vous alimentiez tout le pays alors parce que tous les vignobles français étaient concernés par ces greffons. Tout à fait. Et ça partait même, tout le vignoble, la Bourgogne, le Bordelais, oui, tous les vignobles français. Le Champagne, la Savoie, tous les pays, toutes les régions de France avaient des plantes de vigne qui venaient de Caron. Alors aujourd'hui, les viticulteurs craignent la flavescence dorée. On espère qu'elle n'arrivera pas, mais vous serez aussi, vous croyez, en pole position pour pour lutter contre cette maladie ? Je croise les doigts parce qu'à l'heure actuelle, dans les relevés de la Chambre d'agriculture que nous recevons en mairie, la commune de Caron n'est pas encore impactée par la flavescence dorée. Malheureusement, elle est tout autour de Caron. Et il y a des communes qui ont 15 ou 20 lieux où la flavescence dorée est attaquée. À Caron, je vous dis, je croise les doigts, mais pour l'instant, nous ne l'avons toujours pas. Alors, on voit une succession de phylloxéra, de peste, de flavescence dorée. Et quand on a votre âge et qu'on pourrait être bien tranquille et profiter de la vie, qu'est-ce qui fait qu'on veut prendre en charge une mairie avec tous les soucis, avec tout ce que ça implique ? C'est une bonne question. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire là aussi. Je suis donc natif du village et depuis longtemps, on me disait Léopold, tu devrais venir au conseil avec nous. Mais j'avais trop de travail, j'ai toujours dit non. Et quand j'ai été à la retraite des laboratoires, en 2007, on m'a dit, mais maintenant, tu ne peux plus y échapper, il faut que tu y ailles. Donc j'y suis allé, après quand même pas mal d'hésitation, je dois le dire. Et puis j'ai dit, ça me fera toujours une occupation, mais d'une occupation, je suis devenu maire. Et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, pour être maire, il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps. Vraiment. Et à travers ce que vous dites, j'ai le sentiment que toute l'histoire qu'a développée M. Gallian, elle habite votre cœur de Carondais. Tout à fait. Et ça me fait extrêmement plaisir que vous le remarquiez, parce que vous avez dû vous rendre compte de notre chauvinisme, toutes les personnes de Caron. Nous sommes extrêmement chauvins. Oui, je ne pense pas que ce soit une particularité de notre village, mais comme beaucoup de villages, Caron a subi des épreuves. Caron s'en est toujours sorti et Caron s'en sortira pour les années à venir. Mais c'est vrai, ça a dû créer, je ne sais pas, quelques gènes de résistance, ça fait un peu ça comme ça. Et parallèlement, les gens qui habitent Caron ne sont pas tous natifs de Caron. Il y a des gens aussi qui viennent d'autres régions de France, voire même d'ailleurs. Alors comment partagent-ils le même lien sur le village, au travers de l'histoire? Et il y a aussi des Carombais qui habitent ailleurs. C'est la diaspora. La diaspora carombaise, on en connaît en Californie, on en connaît en Amérique du Sud.
Et ces gens-là Mais ils sont partout. toujours- Ils Oui, sont ils partout. et ils sont toujours en contact avec le village. Ne vous méprenez pas, hein, malgré tout. Oui, ce que vous étiez en train de dire, justement, peut très bien faire la liaison. De par l'animation et de par la vie que nous essayons de mettre dans le village, les anciennes, car j'aime pas le terme vieille famille, c'est une connotation que je n'aime pas beaucoup. Les anciennes Carons, on essaie, de par les animations, justement, d'intégrer les nouveaux arrivants de façon à ce que le village vive. Et ça, c'est un des éléments majeurs, pour pas dire l'élément majeur de la politique gestion de la cité que j'essaie de mettre en place sur ce village. Et pour les nouveaux arrivants, vous offrez les livres de Jean Gallian, peut-être, pour que justement les gens puissent se nourrir de l'histoire. Ça nous arrive, mais il n'y en a plus. Non, je précise, attends, je vais quand même préciser, le tome 1 n'est plus disponible depuis longtemps, il est épuisé. Le tome 2, bon, il en reste encore quelques-uns. Bon, alors, si vous jamais vous les trouvez sur des marchés de bouquinistes, n'hésitez pas. Et comment quelqu'un Patrick aussi Knipler. attaché que vous à votre village de Caron a pris la quasi-obligation d'adhérer à des communautés d'agglomération comme la Cove? Alors, je vais même aller plus loin que ça, puisque Caron a été un des premiers villages, avec 5 autres villages du secteur, à faire partie de ce qu'on appelait à l'époque le district du Comtat Venessin. C'était un des premiers regroupements, appelons ça comme ça, de communes en France. Et il y avait 5-6 communes, je crois, quelque chose comme ça. Seulement, quand le district a été fait, c'était vraiment une volonté de mutualisation et de diminution de frais de gestion et d'entretien. Le problème, c'est que maintenant, j'allais dire le vice, c'est pour vous dire à quel point je ressens la chose, les notions ne sont plus les mêmes. Il y a cette fameuse loi NOTRe, dont vous avez certainement entendu parler. Et qu'est-ce qu'elle a changé pour vous? Alors, elle est très insidieuse, cette loi. Et c'est ça qui personnellement, ne me plaît pas. On vous dit, dans la loi NOTRe, il faut que les intercommunalités aient plus de poids, plus de puissance. Parce que vous savez, maintenant, c'est pour l'intercommunalité, c'est pour la voiture, c'est pour le tracteur, il faut du volume, il faut des chevaux, Bon. Et l'intercommunalité, pour que ça soit bien, il faut qu'il y ait le plus de compétences possible. C'est comme ça que ça s'appelle, plus de compétences possible. Donc, on demande à toutes les communes faisant partie de l'intercommunalité, écoutez, on va mettre en mutualisation, voilà, le grand mot est lancé, on va mettre en mutualisation les polices municipales. On va mettre en mutualisation les médiathèques. Nous avons une médiathèque à Caron qui marche super bien. Il y a 1100 adhérents pour 3300 habitants. Voilà un exemple. Donc, on essaie de mettre dans le même panier toutes les activités qui font qu'un village vive. Et cette loi NOTRe, à mes yeux, va faire en sorte que les communes vont disparaître. Pourquoi? Vous savez, le maire qui sera là, il sera là que pour inaugurer les chrysanthèmes et toutes les valeurs décisionnelles, enfin tout ce qui sera... Oui, mais quand même, est-ce que quand même mutualiser la police municipale ou même la médiathèque, c'est quand même pas intéressant pour l'administré lui-même, qui va pouvoir avoir un même service à moindre coût? Quand je dis moindre coût, c'est en payant un peu moins d'impôts. Vous y croyez vraiment à ça? Non, c'est à vous que je pose la question. Vous Moi, voyez j'ai que pas les gens d'avis, vont aller hein. chercher des livres à Carpentras ou ailleurs? Non, c'est le principe de mutualisation, ce que vous dites. Et j'abonderai pleinement si ce principe de base de mutualisation était respecté. J'en doute fort. Parce que je ne vois pas... Ce que vous dites, c'est que tout n'est pas mutualisable. Non. On n'a pas forcément du gain à mutualiser tous les services. Non, surtout dans l'esprit dans lequel on veut le faire. C'est-à-dire qu'on veut mutualiser pour que petit à petit... diminuer la puissance, enfin, ou les valeurs décisionnelles d'une commune. C'est-à-dire qu'à terme, on ne ferait qu'une commune des 5 ou 6 qui constituent l'agglomération. La Cove, maintenant, il y a 25 communes. Henri Faucon. Si j'entends bien là aussi ce que vous nous dites, c'est que le fait de garder des petites communes, le lieu de décision est proche de l'administré et ça lui donne une possibilité d'être beaucoup plus proche, excusez-moi de me répéter, mais ça garde une dimension humaine qu'on ne retrouve pas dès qu'on a grandi.
Voilà, mais je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que vous avez bien senti dans mes propos à quel point je tiens à garder cette ruralité, ce contact avec les habitants. Nous avons 61 associations à Caron. C'est ce qui fait la spécificité des petites communes. La convivialité dans le village. La vie, l'âme d'un village. Et on se bat tant que l'on peut pour conserver cette âme dans le village. Et parallèlement, vous avez quand même un projet de développement par rapport au village, le fait de voir peut-être sa population s'agrandir ? Alors j'appelle ça le fil du rasoir. Je m'explique. Pour que le village vive, il faut qu'il y ait des commerçants, il faut qu'il y ait des habitants. Vous savez comme moi que tout le sud de la France a une population vieillissante. Ce n'est pas spécifique à Caron. Donc le fil du rasoir est là. Il faut que nous augmentions un petit peu la population pour que les commerçants continuent à vivre et pour que tout le monde puisse rester dans le village. Mais il ne faut pas trop l'augmenter parce que sinon, vous tombez dans le schéma inverse. C'est-à-dire que vous passez 3500 habitants avec toutes les lois supplémentaires que cela implique. Et si vous ne le développez pas, les villages disparaissent, vous perdez la vie du village, comme malheureusement, certains villages du Luberon, par exemple, on sait très bien que l'hiver, ça ne vit pas. Et moi, je veux que Caron vive tout le temps. Donc c'est un peu une quadrature du cercle à laquelle, pour vous, quelle est votre position ? C'est plutôt de faire en sorte de rester sous un certain seuil. Absolument. Voilà. Quelle est votre politique de logement social à Caron ? Bon, vous êtes en dessous des 3500 habitants, donc vous n'êtes pas assujetti à la loi SRU, solidarité urbaine et réalisation, mais avez-vous quand même des logements sociaux ? Nous avons 60... En pourcentage, ça fait quoi 65 logements sociaux, je crois. Ce qui représente un pourcentage inférieur aux 20% qui serait requis si vous dépassiez la barre des 3500. Oui, absolument. Oui, parce qu'il faudrait avoir 250 ou 300 logements. Mais c'est complètement ridicule. Et est-ce que développer le logement social, pour vous, ça pourrait être un objectif pour Caron ou pas ? Oui, non. Pas pour Caron. Pourquoi alors ? Pour une bonne raison, c'est que Caron est un village pavillonnaire. Il faut à tout prix des logements pour tous, parce qu'on ne dit plus logement social maintenant, on dit logement pour tous. Et ça, c'est très important. Mais on ne peut pas imposer à une commune de 3300, mettons 3500 habitants, 150 logements pour tous. Ça ne peut pas marcher. C'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, et ça, c'est la loi Allure. C'est pas la même. Alors, je suis désolé, voilà, on est obligé d'arrêter notre émission. Nous sommes arrivés au terme. En tout cas, un grand merci à vous, Léopold Ménaud et Jean Gallian, pour votre disponibilité. Une salutation particulière à nos techniciens radio et vidéo, respectivement Olivier ainsi que Vinicius. Et merci à Patrick Nipiller, Henri Faucon, ainsi qu'à Dominique Ribas qui nous ont aidés à préparer cette émission. Très bonne fête de fin d'année à tous et à Lanquevin. Ah ouais.